Les collines toscanes s'étendaient à perte de vue, baignées par cette lumière dorée qui ne semblait appartenir qu'à cette région du monde. Giovanni Marchetti ajusta son chapeau de cuir usé et observa l'horizon où le soleil commençait sa descente vers les cyprès alignés comme des sentinelles. À 52 ans, cet homme aux mains rugueuses par le travail de la terre avait appris à mesurer le temps non par les horloges, mais par les nuances du ciel et les murmures du vent dans les oliviers. Sa propriété s'étendait sur plusieurs hectares de terrain vallonné, hérité de son grand-père maternel qui avait vécu là toute sa vie. Les bâtiments de pierre claire, patinés par les décennies, semblaient faire partie du paysage autant que les chênes centenaires qui les entouraient. Depuis la disparition de sa femme Lucia, emportée par une longue maladie 5 ans plus tôt, Giovanni avait trouvé dans la solitude un refuge plutôt qu'un fardeau. Chaque matin, il se levait avec les premiers rayons du soleil, préparait son café dans la même tasse ébréchée qu'il utilisait depuis des années et commençait sa ronde quotidienne. Les vignes demandaient une attention constante, les oliviers réclamaient leurs soins saisonniers et ces quelques chevaux avaient besoin d'être nourris et brossés. Cette routine immuable lui procurait une paix que beaucoup enviaient sans la comprendre. Ce matin d'octobre ne différait en rien des autres, du moins en apparence. L'air portait cette fraîcheur particulière de l'automne naissant, mélangée au parfum de terre humide et de foin séché. Giovanni termina de réparer la clôture du paddock et décida de vérifier l'état du petit pont de bois qui enjambait le ruisseau traversant sa propriété. Les pluies de la semaine précédente avaient gonflé le cours d'eau et il voulait s'assurer que la structure tenait bon. En traversant le verger d'amandiers, quelque chose attira son attention. Près du vieux puits abandonné, là où l'herbe poussait habituellement de manière uniforme, il remarqua des traces dans la terre molle, des empreintes de pas récentes à en juger par leur netteté. Giovanni s'accroupit pour les examiner de plus près. Ces traces appartenaient à quelqu'un de léger, peut-être une femme, et elles menaient vers la partie la plus isolée de sa propriété. Un frisson d'inquiétude le parcourut. En 5 ans de solitude, personne n'était jamais venu jusqu'ici sans s'annoncer. Les voisins les plus proches, la famille Rossi, vivaient à plusieurs kilomètres et ils empruntaient à toujours le chemin principal qui passait devant la maison. Ces traces suggéraient que quelqu'un avait traversé ces terres en évitant délibérément les zones visibles. Giovanni suivit les empreintes avec la prudence que lui avait enseignée son expérience de berger dans sa jeunesse. Elle serpentait entre les buissons de romarin sauvage, contournait le grand chêne foudroyé l'année précédente et se dirigeait vers la vieille bergerie en pierre que son grand-père utilisait autrefois pour abriter les moutons. Aujourd'hui, elle ne servait plus que de remise pour les outils agricoles et quelques meubles oubliés. Quand il aperçut la porte de la bergerie entr'ouverte, son cœur se serra. Il était certain de l'avoir fermée à clé 3 jours plus tôt, après y avoir rangé les derniers outils de la récolte des olives. Le battant de bois massif oscillait légèrement dans la brise, grinçant sur ses gonds rouillés avec un son qui lui parut soudain sinistre. Giovanni s'approcha avec précaution, tous ses sens en alerte. À l'intérieur, dans la pénombre poussiéreuse, il distingua d'abord une forme recroquevillée près du vieux coffre en bois où sa grand-mère conservait jadis les couvertures de laine. Puis ses yeux s'habituèrent à l'obscurité et il découvrit une jeune femme endormie ou peut-être évanouie, enveloppée dans un manteau de laine sombre. Elle semblait avoir une vingtaine d'années, des cheveux châtains emmêlés encadraient un visage d'une beauté délicate mais marqué par la fatigue. Ses vêtements, bien que de bonne qualité, portaient les traces d'une longue marche, taches de boue, accrocs sur la jupe, chaussures éraflées. Une petite valise de cuir, visiblement ancienne, était posée à côté d'elle. Quand Giovanni fit un pas de plus, une planche craqua sous son poids. La jeune femme sursauta et ouvrit de grands yeux noisettes qui exprimaient d'abord la peur, puis une méfiance instinctive. Elle se redressa d'un mouvement vif, s'appuyant contre le mur de pierre comme si elle cherchait à s'y fondre. « N'ayez pas peur », dit Giovanni d'une voix douce, levant les mains dans un geste d'apaisement. « Je suis le propriétaire de cette terre.
vous êtes sur ma propriété, mais vous n'avez rien à craindre de moi. » La jeune femme le fixa sans répondre, son regard scrutant chaque détail de son visage, comme pour évaluer le danger qu'il représentait. Giovanni remarqua qu'elle tremblait légèrement, et pas seulement de froid. Il y avait dans son attitude quelque chose de l'animal traqué, une tension qui suggérait qu'elle était prête à fuir au moindre mouvement brusque. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, maintenant une distance respectueuse. Après un long silence, elle murmura d'une voix rauque « Elena ». Ce simple prénom, prononcé avec tant d'hésitation, en disait long sur elle, état de cette mystérieuse visiteuse. Giovanni sentit naître en lui cette compassion instinctive qu'il avait toujours éprouvée envers les êtres en détresse. Sans poser d'autres questions, il prit une décision qui allait changer le cours tranquille de son existence. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur « J'aime ». Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. « Venez », dit Giovanni avec une gentillesse qui surprit Elena elle-même. « Ma maison est plus confortable que cette vieille bergerie. Vous avez l'air d'avoir besoin de repos et d'un repas chaud. » Elena hésita, ses doigts serrant nerveusement l'anse de sa petite valise. Dans ses yeux, Giovanni lisait un combat intérieur entre le besoin désespéré d'aide et la méfiance que la vie avait gravée en elle. Finalement, épuisée par ce qui semblait avoir été un long voyage, elle hocha la tête avec réticence. Le trajet jusqu'à la maison principale se fit dans un silence respectueux. Giovanni marchait devant, assez loin pour ne pas paraître menaçant, mais assez près pour guider Elena à travers les sentiers serpentants entre les vignes. Le soleil de fin d'après-midi projetait leurs ombres allongées sur le sol rocailleux, créant un tableau paisible qui contrastait avec la tension palpable qui les entourait. La maison de Giovanni était typique de la région. Murs de pierre blonde, toiture de tuiles rouges patinées par le temps, et cette élégance rustique que seules les générations peuvent de façonner. Des géraniums rouges ornaient les rebords des fenêtres. Et une glycine centenaire grimpait le long de la façade sud, ses grappes mauves commençant déjà à faner avec l'arrivée de l'automne. Elena s'arrêta sur le seuil, comme si franchir cette porte représentait un engagement qu'elle n'était pas sûre de pouvoir honorer. Giovanni la devança et alluma les lampes à huile qui donnaient à l'intérieur cette lumière chaude et dorée si caractéristique des maisons toscanes traditionnelles. « Asseyez-vous » proposa-t-il en désignant le grand canapé de cuir usé près de la cheminée. « Je vais préparer quelque chose à manger. » Pendant que Giovanni s'affairait dans la cuisine adjacente, Elena observait discrètement les lieux. La décoration était sobre, mais chaleureuse. Des meubles en bois massif, quelques tableaux représentant des paysages locaux, et sur la cheminée, une photo encadrée montrant Giovanni plus jeune aux côtés d'une belle femme aux cheveux noirs. L'absence d'autres photos récentes suggérait une histoire que Elena n'osa pas questionner. L'arôme de l'ail et du basilic frais commença à embaumer la pièce. Giovanni préparait une sauce simple avec les tomates de son jardin, accompagnée de pâtes fraîches qu'il confectionnait lui-même chaque semaine. Ces gestes quotidiens, répétés depuis des années, lui procuraient un apaisement qu'il n'avait jamais su expliquer. « Vous venez de loin ?» demanda-t-il depuis la cuisine, sans insister quand Elena ne répondit pas immédiatement. « Assez loin ?» finit-elle par murmurer, son regard fixé sur les flammes qui dansaient dans ailes âtres. Giovanni comprenait le langage des silences. Sa défunte épouse Lucia avait mis des mois avant de lui raconter les détails de son enfance difficile. Il savait qu'il fallait laisser le temps aux blessures de s'exprimer à leur rythme. Le dîner se déroula dans une atmosphère étonnamment apaisante. Elena mangea avec l'appétit de quelqu'un qui n'avait pas pris de repas consistant depuis longtemps, mais toujours avec cette vigilance qui ne la quittait pas. Ses yeux balayaient régulièrement les fenêtres, comme si elle s'attendait à voir surgir une ombre menaçante. « Vous pouvez rester le temps qu'il vous faudra », déclara Giovanni en desservant la table. « Il y a une chambre d'amis à l'étage. Personne ne vous dérangera ici. » Cette générosité spontanée émut Elena plus qu'elle ne l'aurait voulu. Depuis combien de temps n'avait-elle pas rencontré de bonté désintéressée? Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les retint par fierté. «
Pourquoi feriez-vous cela pour une inconnue » demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Giovanni s'arrêta dans ses gestes et la regarda avec cette intensité tranquille qui le caractérisait. Parce que nous avons tous besoin d'aide parfois, et parce que cette terre a toujours été un refuge pour ceux qui en avaient besoin. Cette nuit-là, installée dans la chambre aux murs blancs ornés de dentelles anciennes, Elena put enfin relâcher la tension qui l'habitait depuis des semaines. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit sans sursauter au moindre bruit. Mais son sommeil fut troublé par des rêves confus où se mêlaient des images de son passé récent. Une dispute violente, une fuite précipitée dans la nuit, la peur constante de être retrouvée. Dans ses cauchemars, une silhouette masculine la poursuivait inlassablement à travers des paysages qui changeaient sans cesse. Giovanni, quant à lui, resta longtemps éveillé dans son lit, réfléchissant à cette rencontre inattendue. Il y avait quelque chose dans le regard d'Elena qui lui rappelait Lucia lors de leur première rencontre. Cette vulnérabilité cachée derrière une façade de force, cette beauté que la souffrance rendait plus poignante encore. Vers 3 heures du matin, un bruit le tira de sa somnolence. Était un craquement léger, comme si quelqu'un marchait avec précaution sur le gravier de l'allée. Giovanni se leva silencieusement et s'approcha de la fenêtre de sa chambre qui donnait sur la cour principale. Dans la clarté lunaire, il ne distingua rien d'anormal, mais son instinct lui soufflait que quelque chose avait changé. Le lendemain matin, en sortant pour nourrir ses chevaux, il découvrit des traces de pas dans la terre humide près du portail d'entrée. Ces empreintes étaient différentes de celles qu'il avait trouvées la veille, plus larges, plus profondes, laissées par des bottes masculines. Quelqu'un avait rôdé autour de sa propriété pendant la nuit. Un frisson d'inquiétude le parcourut. L'arrivée d'Elena et ses traces nocturnes, étaient certainement pas une coïncidence. Sans le savoir encore, Giovanni venait de franchir le seuil d'une aventure qui bouleverserait à jamais la tranquillité de sa vie solitaire. Les jours suivants s'installèrent dans une routine étrange mais apaisante. Elena aidait Giovanni dans ses tâches quotidiennes avec une discrétion qui trahissait son éducation raffinée. Ses mains, bien que délicates, savaient manier les outils du jardin et elle préparait des repas avec une habileté qui surprenait son hôte. Peu à peu, les couleurs revenaient sur ses joues et son regard perdait cette vigilance constante qui l'avait caractérisé lors de leur première rencontre. Un matin, alors qu'ils travaillaient ensemble à la réparation de la clôture du verger, Elena brisa le silence qui s'était installé entre eux. « Giovanni » commença-t-elle en hésitant. « Vous ne me demandez jamais d'où je viens ni pourquoi j'y étais dans votre bergerie. » Il interrompit son travail et planta son regard dans le sien. « Les histoires se racontent quand elles sont prêtes à l'être. Je ne suis pas pressé. » Cette patience bienveillante toucha Elena plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Depuis des mois, elle n'avait rencontré que des gens qui voulaient tout savoir immédiatement, qui posaient des questions indiscrètes et formulaient des jugements hâtifs. « J'y étais mariée », dit-elle finalement, les yeux fixés sur ses mains qui tremblaient légèrement, à un homme qui ne savait pas accepter que les choses puissent finir. Giovanni hocha la tête sans prononcer un mot, comprenant instinctivement qu'Elena avait besoin d'exprimer ses vérités à son rythme. Marco était charmant au début, attentionné, généreux, plein de projets d'avenir. Mais progressivement, cette attention s'est transformée en surveillance, cette générosité en contrôle. Il fallait que je rende compte de chaque sortie, de chaque conversation, de chaque minute passée loin de lui. La voix d'Elena se brisa légèrement et Giovanni remarqua qu'elle portait encore la marque pâle d'une alliance récemment retirée. Quand j'ai finalement trouvé le courage de partir, il a refusé d'accepter ma décision. Il me suivait partout, apparaissait à mon travail, envoyait des lettres à ma famille. J'ai dû quitter Florence, puis Rome, puis Naples. Chaque fois, il me retrouvait. Giovanni sentit une colère sourde monter en lui. Il avait toujours détesté les hommes qui utilisèrent leur force pour dominer ceux qu'ils prétendaient aimer. « Vous êtes en sécurité ici », dit-il simplement, mais avec une conviction qui réconforta Elena. L'après-midi même, comme pour donner raison aux inquiétudes d'Elena, un incident vint troubler cette sérénité fragile.
Giovanni était parti au village pour acheter des provisions quand Elena, restée seule à la maison, entendit le bruit caractéristique d'une voiture qui s'arrêtait devant le portail. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Par la fenêtre de la cuisine, elle aperçut un homme en costume sombre qui descendait d'une berline noire. Il ne ressemblait pas à Marco, mais sa seule présence suffisait à réveiller toutes ses terreurs. L'homme s'approcha de la porte d'entrée et frappa avec insistance. Elena se cacha derrière le rideau, retenant son souffle. Après plusieurs minutes qui lui parurent des heures, l'inconnu repartit, mais non sans avoir fait le tour de la propriété, scrutant chaque fenêtre, chaque recoin. Quand Giovanni revint, il trouva Elena dans un état de panique qu'il ne lui avait jamais vu. « Il y avait un homme, » balbutia-t-elle. « Il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Et si c'était lui? Et s'il m'avait retrouvée ?» Giovanni la prit doucement par les épaules pour la calmer. « Décrivez-le-moi. » Un grand, brun, costume sombre, peut-être 40 ans. Il avait une cicatrice sur la joue gauche. Le visage de Giovanni se rembrunit. Cette description ne correspondait pas à un visiteur innocent. Je ne connais personne qui corresponde à cette description dans la région. Et les gens d'ici ne viennent jamais sans s'annoncer. Cette nuit-là, Giovanni fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il vérifia soigneusement toutes les serrures et ferma tous les volets. Il installa même une chaise sous la poignée de la porte d'entrée, une précaution que son grand-père lui avait enseignée dans sa jeunesse. Le lendemain matin, une nouvelle surprise les attendait. En sortant pour nourrir les poules, Elena découvrit une enveloppe glissée sous la porte de la cuisine. À l'intérieur, une carte postale représentant la cathédrale de Florence, avec un message écrit d'une écriture masculine « Les fuites ne mènent jamais très loin. Certaines choses finissent toujours par nous rattraper. » Elena reconnut immédiatement, elle, écriture de Marco. Ses jambes se dérobèrent de sous elle et elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas s'effondrer. « Il sait où je suis » murmura-t-elle quand Giovanni la rejoignit. « Après tout ce temps, après tous ces kilomètres, il m'a retrouvée. » Giovanni examina la carte avec attention. Il n'y avait pas de timbre, ce qui signifiait qu'elle avait été déposée directement. Marco, ou quelqu'un agissant pour lui, était venu jusqu'ici pendant la nuit. « Nous ne savons même pas si c'est vraiment lui, » dit Giovanni pour rassurer Elena, bien qu'il fût lui-même inquiet. « Cela pourrait être quelqu'un qui essaie de vous effrayer sans raison. » Mais au fond de lui, Giovanni savait que cette explication était peu probable. Les coïncidences n'existaient pas dans ce genre de situation. Quelqu'un les surveillait, quelqu'un qui connaissait suffisamment le passé d'Elena pour utiliser ces informations contre elle. L'atmosphère paisible des collines toscanes semblait soudain chargée de menaces invisibles. Chaque bruissement dans les oliviers, chaque ombre projetée par les cyprès, chaque bruit nocturne prenait une dimension inquiétante. Cette nuit-là, ni Giovanni ni Elena ne trouvèrent le sommeil. Chacun dans sa chambre, ils écoutèrent les bruits de la nuit avec une attention nouvelle, conscients que leur tranquillité venait de basculer dans l'incertitude. Les jours suivants apportèrent une série d'événements troublants qui transformèrent la propriété de Giovanni en un lieu où chaque détail prenait une signification inquiétante. Elena sursautait au moindre bruit, et Giovanni développait une vigilance qu'il n'avait jamais connue, même durant ses années de berger dans les montagnes. Le 3e jour après la découverte de la carte postale, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner en silence, Elena figea soudainement, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. « Vous entendez » murmura-t-elle. Giovanni tendit l'oreille. Au loin, très faiblement, on pouvait percevoir le son rythmé de sabots sur la terre durcie. Un cheval galopait quelque part dans les collines environnantes, mais le bruit semblait se rapprocher puis s'éloigner, comme si le cavalier tournait autour de la propriété sans jamais s'en approcher directement. « Cela fait 3 matins consécutifs, » avoua Giovanni. « Toujours à la même heure, toujours le même manège. » Elena pâlit. Dans sa fuite de Florence, Marco l'avait poursuivie à cheval sur plusieurs kilomètres avant qu'elle ne parvienne à monter dans un train. L'image de cette poursuite la hantait encore. Après le petit déjeuner, Giovanni décida d'inspecter méthodiquement sa propriété. Dans le verger d'amandiers,
Près de l'endroit où il avait trouvé les premières traces d'Elena, il découvrit quelque chose de étrange. Un chapeau d'homme, en feutre noir, accroché à une branche basse comme s'il avait été placé là délibérément. Quand il le montra à Elena, celle-ci recula d'un pas, le visage livide. C'est exactement le même modèle que celui que portait Marco. Il en avait toute une collection. Il disait que cela lui donnait une allure distinguée. Giovanni examina le chapeau. Il semblait neuf, comme s'il venait d'être acheté. À l'intérieur, pas d'initiales ni de marque particulière, mais l'objet dégageait une odeur de tabac et d'eau de Cologne qui rappelait étrangement les parfums masculins de luxe. « Peut-être qu'il essaie de vous faire comprendre qu'il sait où vous êtes », suggéra Giovanni. « C'est une forme de pression psychologique. » Cette explication, bien que logique, ne rassura pas Elena. Au contraire, elle renforça sa conviction que Marco se rapprochait inexorablement. L'après-midi, alors qu'ils travaillaient ensemble à la taille des rosiers grimpants, un nouveau détail troublant attira leur attention. Sur le sol de terre battu devant l'ancien puits, quelqu'un avait tracé un cœur avec une flèche, comme ces dessins d'adolescents amoureux, mais ce symbole, dans ce contexte, prenait une connotation sinistre. « Il faisait toujours cela », expliqua Elena d'une voix tremblante. « Au début de notre relation, il dessinait des cœurs partout, sur les vitres embuées de sa voiture, dans le sable de la plage, sur les serviettes de restaurant. Je trouvais cela romantique à l'époque. » Giovanni effaça le dessin d'un coup de pied rageur. Cette manipulation à distance commençait à l'irriter profondément. Whoever était en train de terroriser Elena utilisait ses souvenirs contre elle, transformant d'anciens gestes d'amour en instruments de torture psychologique. Le soir venu, Giovanni prit une décision qui surprit Elena. Au lieu de s'enfermer dans la maison comme les nuits précédentes, il proposa de faire une promenade autour de la propriété. « Si quelqu'un nous surveille, autant qu'il sache que nous ne nous cachons pas », déclara-t-il avec une détermination qui rassura partiellement Elena. Ils marchèrent lentement dans la lumière dorée du couchant, Giovanni légèrement en avant, attentif au moindre mouvement dans les buissons environnants. Près du ruisseau qui délimitait le côté est de la propriété, Elena s'arrêta brusquement. « Regardez » chuchota-t-elle en pointant du doigt vers un grand chêne isolé. Suspendu à l'une des branches les plus basses, un foulard de soie rouge oscillait doucement dans la brise. Elena le reconnut immédiatement. Était le foulard qu'elle portait le jour de son mariage avec Marco, celui qu'elle avait gardé comme seul souvenir de cette période de sa vie avant de s'en débarrasser lors de sa fuite de Naples. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle. « Je l'ai jeté dans une poubelle il y a des semaines. Comment peut-il être ici ?» Giovanni décrocha le foulard et l'examina attentivement. Le tissu était impeccable, comme s'il venait d'être lavé et repassé. Une odeur familière s'en dégageait, le parfum qu'Elena portait autrefois, celui que Marco lui offrait régulièrement. « Il ne se contente pas de vous suivre », comprit Giovanni avec une gravité nouvelle. « Il collectionne des objets de votre passé commun. Il reconstitue votre histoire pour vous la renvoyer en pleine figure. » Cette révélation frappa Elena comme un coup de poing. Marco ne cherchait pas seulement à la retrouver. Il orchestrait une mise en scène élaborée destinée à la déstabiliser complètement. Chaque objet, chaque symbole était choisi pour raviver des souvenirs précis et la maintenir dans un état de terreur permanente. Sur le chemin du retour, alors qu'ils approchèrent de la maison, Giovanni remarqua quelque chose d'anormal. Une des fenêtres de l'étage, celle de la chambre d'Elena, était entr'ouverte. Ils étaient pourtant certains de l'avoir fermée avant de sortir. « Restez ici », ordonna Giovanni en faisant signe à Elena de ne pas bouger. Il entra prudemment dans la maison et monta l'escalier de bois qui grinça sous ses pas. La chambre d'Elena semblait normale à première vue, mais quelque chose avait changé. Sur l'oreiller, soigneusement disposée, se trouvait une rose rouge encore fraîche, accompagnée d'un petit carton où était écrit d'une écriture élégante « Bientôt ». Giovanni redescendit, le visage sombre. Elena lut immédiatement la réponse dans ses yeux. « Il est entré dans la maison, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle,
bien qu'elle connût déjà la réponse. Cette violation de leur refuge créa entre eux une complicité nouvelle. Face à cette menace qui se précisait, Ilénée n'était plus seulement un hôte et son invité, mais deux personnes unies par la nécessité de se protéger mutuellement. Cette nuit-là, aucun d'eux ne ferma œil. Giovanni avait installé des chaises contre toutes les portes et vérifié chaque serrure à plusieurs reprises. Elena, recroquevillée dans le grand fauteuil du salon, sursautait au moindre craquement de la vieille maison. Vers 4 heures du matin, le vent se leva avec une violence inhabituelle, secouant les volets et gémissant autour des murs de pierre. « Une tempête se prépare », murmura Giovanni en regardant par la fenêtre. Les nuages s'amoncelaient rapidement, masquant la lune et plongeant le paysage dans une obscurité inquiétante. À l'aube, les premières gouttes de pluie commencèrent à tambouriner sur les tuiles du toit. En quelques heures, cette pluie se transforma en déluge. Le petit ruisseau qui traversait la propriété se gonfla dangereusement. Et Giovanni réalisa avec inquiétude que le vieux pont de bois risquait de céder sous la pression de l'eau. « Nous devons sauver ce qui peut être dans la bergerie », dit-il à Elena. « Si le ruisseau déborde, tout le matériel stocké là-bas sera perdu. » Ensemble, ils coururent sous la pluie battante pour récupérer les outils les plus précieux. C'est en déplaçant une vieille malle que Elena fit une découverte qui allait changer sa perception de Giovanni et de cette propriété. Sous la malle, dissimulée par des planches disjointes, se trouvait une cache secrète. À l'intérieur, soigneusement enveloppée dans de la toile cirée, Elena découvrit des lettres jaunies par le temps, des photographies et un carnet relié de cuir rouge. « Giovanni », appela-t-elle d'une voix étrange, « vous devriez voir ceci. » Il s'approcha et pâlit en reconnaissant l'écriture de sa grand-mère sur les enveloppes. Ces lettres datèrent de la guerre, époque dont sa famille ne parlait jamais. Sur les photographies, il reconnut la propriété, mais avec des aménagements qu'il n'avait jamais vus. Des passages souterrains, des cachettes creusées dans les murs, des signes gravés sur certaines pierres. « Votre famille cachait des gens pendant la guerre, n'est-ce pas ?» demanda Elena avec douceur. Giovanni hocha la tête, bouleversé par cette découverte. Il avait toujours soupçonné que ses grands-parents avaient participé à la résistance, mais jamais il n'avait eu de preuves concrètes. En ouvrant le carnet de cuir rouge, ils trouvèrent des plans détaillés de la propriété avec des indications en code. Certains passages secrets étaient encore praticables, d'autres avaient été murés après la guerre. Mais le plus troublant était une note récente, écrite d'une main différente. Glissée entre les pages, les vieux secrets resservent toujours. M. Marco, murmura Elena. Mais comment peut-il connaître l'histoire de votre famille? Giovanni étudia attentivement la note. L'encre était fraîche, écrite récemment. Cela signifiait que Marco, ou quelqu'un travaillant pour lui, avait fouillé cette cache avant eux. Soudain, un bruit sourd retentit au-dessus de leur tête. Quelqu'un marchait sur le toit de la bergerie. Giovanni fit signe à Elena de rester silencieuse et tendit l'oreille. Les pas se dirigeaient vers la cheminée, puis s'arrêtèrent. « Il nous écoute » chuchota Elena, terrifiée. Giovanni saisit une vieille pelle et fit signe à Elena de se diriger vers la sortie. Mais quand ils atteignirent la porte, celle-ci était bloquée de l'extérieur. Ils étaient prisonniers. « Marco !» cria Elena vers le plafond. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Pourquoi ne pas vous montrer au lieu de jouer à ces jeux stupides? Une voix masculine, déformée par l'écho de la cheminée, leur parvint. « Ce n'est pas un jeu, Elena. C'est un retour aux sources. Cette propriété cache bien des secrets et vous allez tous les découvrir. » Giovanni réalisa que la voix ne venait pas du toit, mais de quelque part dans les murs eux-mêmes. Marco utilisait les anciens passages secrets pour se déplacer sans être vu. « Les tunnels », murmura-t-il à Elena en lui montrant les plans. « Il connaît les tunnels. » La pluie redoublait d'intensité et l'eau commençait à s'infiltrer sous la porte de la bergerie. Il devait sortir rapidement avant d'être inondé. Giovanni examina les murs à la recherche d'un des passages secrets indiqués sur les plans. Derrière une pile de sacs de grains, il trouva une pierre légèrement saillante. En appuyant dessus, un pan de mur pivota silencieusement, révélant un tunnel étroit
qui s'enfonçait dans l'obscurité. « Par ici », chuchota-t-il à Elena. Le tunnel était humide et sentait la terre mouillée. Il progressait à tâtons, guidé par les indications du carnet que Giovanni avait emporté. Après plusieurs mètres, le passage se divisait en deux directions. À droite vers la maison, à gauche vers les collines, lut Giovanni à la lueur de son briquet. Ils choisirent la direction de la maison, espérant pouvoir regagner leur refuge. Mais quand ils émergèrent finalement dans la cave de la maison principale, ils eurent la surprise de découvrir que quelqu'un les y attendait. Dans la pénombre, une silhouette masculine se détachait près de l'escalier. L'homme était de dos, mais sa stature et sa façon de se tenir correspondaient parfaitement à la description que Elena avait faite de Marco. « Enfin », dit l'homme sans se retourner. « Je commençais à me demander si vous trouveriez le chemin. » Elena serra la main de Giovanni si fort qu'elle lui fit mal. Après des semaines de fuite et de terreur, elle allait enfin faire face à son passé. Mais quand l'homme se retourna lentement, révélant son visage dans la faible lumière filtrant par le soupirail, Elena eut le choc de sa vie. Ce N n'était pas Marco. C était un homme qu'elle n'avait jamais vu, mais dont les traits lui rappelaient étrangement quelqu'un. Il souriait avec une expression à la fois bienveillante et mystérieuse, comme s'il gardait un secret qu'il brûlait de révéler. « N'ayez pas peur », dit l'inconnu en levant les mains dans un geste d'apaisement. « Je ne suis pas venu vous faire du mal. Au contraire, je suis ici pour vous aider à comprendre ce qui se passe vraiment. » Elena recula instinctivement vers Giovanni, qui maintint un bras protecteur devant elle, tout en gardant la pelle fermement en main. « Qui êtes-vous » demanda Giovanni d'une voix ferme. « Et comment êtes-vous entré dans ma maison ?» L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, avait des cheveux grisonnants et des yeux bleus perçants qui rappelaient étrangement ceux d'Elena. Il portait un costume de voyage froissé et semblait avoir marché longtemps sous la pluie. « Mon nom est Alessandro Toriani », répondit-il calmement. « Et Elena, je crois que vous me reconnaissez, même si nous ne nous sommes jamais rencontrés. » Elena scruta son visage avec attention. Effectivement, quelque chose dans ses traits lui semblait familier, mais elle n'arrivait pas à identifier quoi. « Les yeux » murmura Alessandro avec un sourire triste. « Vous avez les mêmes yeux que votre mère, je suis votre père, Elena. » Le silence qui suivit cette révélation fut assourdissant. Elena chancela et dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber, toute sa vie. On lui avait dit que son père était parti avant sa naissance, qu'il ne voulait pas d'enfant. « C'est impossible », balbutia-t-elle. « Ma mère m'a dit que vous étiez parti. Votre mère a menti pour vous protéger », expliqua Alessandro avec douceur. « J était journaliste d'investigation. Je travaillais sur des affaires dangereuses. Quand Elena était enceinte, j'ai découvert un réseau de corruption qui impliquait des gens très puissants. Ma vie était menacée. Et par extension, la vôtre aussi. » Giovanni écoutait cette conversation avec un mélange de fascination et de méfiance. Cette apparition soudaine lui semblait trop opportune pour être une coïncidence. « Mais qu'est-ce que cela a à voir avec Marco et ce qui nous arrive maintenant ?» demanda-t-il. Alessandro soupira profondément avant de répondre. « Marco n'est pas celui que vous croyez. Son vrai nom est Marco Santelli. Et il travaille pour les mêmes personnes que j'ai démasquées il y a 26 ans. Quand il a épousé Elena, ce N n'était pas par amour. C était pour m'atteindre. » Elena se laissa tomber sur une caisse de bois, bouleversée par ces révélations. Tout son mariage, toute sa vie conjugale n'avait donc été qu'un mensonge orchestré. « Il savait qui J était dès le début » demanda-t-elle d'une voix brisée. « Oui, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que vous aviez hérité de mon instinct. Vous avez senti que quelque chose n'allait pas et vous avez eu le courage de partir. C'est ce qui l'a rendu fou de rage. » Alessandro s'approcha lentement de sa fille, respectant sa détresse. « J'ai passé des années à surveiller votre vie de loin, à m'assurer que vous étiez en sécurité. Quand vous avez fui Marco, j'ai commencé à vous suivre discrètement pour vous protéger. L'homme en costume sombre, » s'exclama Elena. « C'est était-vous qui êtes venu l'autre jour ?»« Oui. Je voulais m'assurer que Giovanni était quelqu'un de confiance avant de me révéler.
J'ai fait mes recherches sur lui, sur sa famille. Les Marchetti ont toujours été des gens honorables. » Giovanni commençait à comprendre certains éléments de l'énigme. Les objets, le chapeau, le foulard, ce N, était pas Marco qui les plaçait? Si, C était bien lui, confirma Alessandro. Mais moi aussi, j'ai laissé des indices. Le carnet dans la bergerie, par exemple. Je voulais que vous compreniez que cette propriété avait une histoire de protection, qu'elle pouvait être un refuge sûr. La tempête faisait rage au-dessus d'eux, et l'eau commençait à s'infiltrer dans la cave. Il fallait remonter, mais Alessandro avait encore des choses importantes à révéler. Marco ne travaille plus seul maintenant, continua-t-il gravement. Il a engagé des hommes pour vous retrouver. Ils ne sont plus très loin. C'est pourquoi je devais vous parler aujourd'hui. Que voulez-vous que nous fassions? Demanda Giovanni. Les passages secrets de cette propriété mènent jusqu'aux collines voisines. Votre grand-père avait créé un réseau complet pour faire évacuer les résistants et les réfugiés. Ce réseau existe toujours. Alessandro sortit une carte détaillée de sa poche. Il y a un refuge dans les montagnes, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Vous y serez en sécurité le temps que je règle définitivement cette affaire. Elena regardait cet homme qui prétendait être son père, cherchant dans ses traits les ressemblances qui prouveraient ses dires. Au-delà de l'apparence physique, elle reconnaissait en lui cette détermination tranquille qu'elle avait toujours ressentie en elle, cette capacité à analyser les situations dangereuses. « Comment puis-je vous faire confiance ?» demanda-t-elle finalement. « Toute ma vie, j'ai cru que mon père m'avait abandonné. » Alessandro sortit de sa poche intérieure une photographie jaunie. On y voyait une jeune femme enceinte, radieuse, tenant la main d'un homme qui ressemblait trait pour trait à Alessandro, mais plus jeune. « C'est votre mère et moi, 3 mois avant votre naissance. » Au dos, elle a écrit « Notre petite Elena aura tes yeux et mon courage. » Elena prit la photo d'une main tremblante. Au dos, elle reconnut l'écriture de sa mère décédée quelques années plus tôt. Soudain, un bruit sourd résonna au-dessus de leur tête. Quelqu'un frappait à la porte d'entrée avec insistance. « Ils sont là », chuchota Alessandro. « Il faut partir maintenant. » Giovanni regarda Elena, attendant sa décision. Dans ses yeux, il lisait un mélange de peur, d'espoir et de détermination. Elle hocha la tête. « Montrez-nous le chemin », dit-elle à Alessandro. Ensemble, ils se dirigèrent vers le fond de la cave où un autre passage secret s'ouvrait, menant cette fois vers les collines et vers un avenir incertain, mais peut-être enfin libéré des ombres du passé. Le passage secret qui menait vers les collines était plus long et plus complexe que celui qu'ils avaient emprunté pour regagner la cave. Alessandro les guidait avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait parfaitement ces tunnels. Une lampe de poche éclairant leur chemin dans l'obscurité humide. « Votre grand-père était un génie », murmura Alessandro à Giovanni tandis qu'il progressait. « Ce réseau a sauvé des centaines de vies pendant la guerre, et aujourd'hui, il va sauver la vôtre. » Derrière eux, ils entendaient encore les coups à la porte d'entrée, puis des bruits de verres brisés. Marco et ses hommes venaient de forcer l'entrée de la maison. « Ils ne trouveront jamais l'accès à la cave », rassura Alessandro. « Et même s'ils le trouvaient, ces tunnels ont plusieurs sorties. Nous avons l'avantage. » Après 20 minutes de marche souterraine, ils atteignirent enfin une grille de fer forgé qui donnait sur l'extérieur. Alessandro l'ouvrit avec une clé qu'il portait autour du cou. Ils émergèrent dans un bosquet de châtaigniers à plusieurs kilomètres de la propriété de Giovanni. La tempête était calmée, laissant place à une bruine fine qui donnait au paysage des airs de tableaux impressionnistes. Elena respira profondément l'air pur des montagnes, sentant pour la première fois depuis des mois qu'elle pouvait enfin être libre. « Le refuge n'est plus très loin », indiqua Alessandro en consultant sa boussole. « Mais avant d'y aller, j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Ils s'arrêtèrent près d'un vieux muret de pierres sèches. Alessandro sortit de sa poche un téléphone satellite et composa un numéro. « Commissaire Alberti, c'est Alessandro. Oui, ils sont avec moi et en sécurité. Vous pouvez lancer l'opération. » Elena et Giovanni échangèrent un regard surpris.
Depuis 3 mois, j'ai travaillé avec la police pour monter un dossier contre Marco et son réseau, expliqua Alessandro. Votre fuite, Elena, nous a donné l'occasion rêvée de les faire sortir de l'ombre. Ils ont commis tellement d'erreurs en vous poursuivant qu'ils se sont exposés. Vous voulez dire que, commença Elena, que tout cela était un piège? En partie, oui, mais votre sécurité était ma priorité absolue. Je n'aurais jamais pris de risque avec votre vie. Au loin, dans la vallée, il pouvait apercevoir des lumières bleues clignotantes qui se dirigeaient vers la propriété de Giovanni. Les forces de police encerclaient la zone. Giovanni posa sa main sur l'épaule d'Elena. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il avec tendresse. Elena réfléchit un moment avant de répondre. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait plus peur. La vérité sur son père, sur Marco, sur toute cette machination complexe, lui avait paradoxalement rendu sa liberté. « Je me sens entière, » dit-elle finalement, comme si toutes les pièces du puzzle de ma vie se remettaient enfin en place. Alessandro sourit, les larmes aux yeux. « Votre mère aurait été si fière de vous. Vous avez son courage et sa détermination. » Le téléphone d'Alessandro sonna. Il écouta son interlocuteur quelques instants avant de raccrocher avec un sourire satisfait. « C'est fini », annonça-t-il. Marco et 3 de ses complices ont été arrêtés. Ils ont trouvé dans sa voiture des preuves de harcèlement, mais aussi des documents qui l'impliquent dans des affaires bien plus graves. « Il ne vous dérangera plus jamais !» Elena sentit ses genoux se dérober sous elle, mais cette fois ce « haine » n'était pas de peur, c'était de soulagement. Giovanni la rattrapa et la serra contre lui dans une étreinte qui disait tout de leurs sentiments naissants. 3 mois plus tard, Elena avait officiellement divorcé et repris son nom de jeune fille, Toriani. Elle avait choisi de rester dans les collines toscanes, pas très loin de la propriété de Giovanni, dans une petite maison qu'Alessandro avait achetée pour elle. Chaque jour, elle aidait Giovanni dans ses travaux agricoles, découvrant en elle une passion pour la terre qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Leur relation évoluait naturellement, sans précipitation, fondée sur la confiance mutuelle et le respect profond qu'ils étaient découverts. Alessandro rendait visite à sa fille régulièrement, rattrapant peu à peu toutes ses années perdues. Il lui racontait son enfance, ses parents qu'elle n'avait jamais connus, l'histoire de sa famille. Elena découvrait ses racines et construisait en même temps son avenir. Un soir d'été, alors qu'ils dînaient tous les 3 sur la terrasse de Giovanni, Elena leva son verre de vin local. « À la vérité qui libère », dit-elle en regardant tour à tour son père et l'homme qu'elle aimait. « À la famille retrouvée », ajouta Alessandro, « et à l'amour qui naît dans l'adversité », conclut Giovanni. Dans la lumière dorée du couchant toscan, ils trinquèrent à cette nouvelle vie qui s'offrait à eux. Au loin, les cloches du village sonnaient l'Angélus, comme elles le faisaient depuis des siècles, témoins silencieux de toutes les histoires d'amour et de réconciliation qui s'écrivaient dans ces collines éternelles. Elena avait enfin trouvé sa place dans le monde, entourée de l'amour sincère d'un père retrouvé, et d'un homme qui l'avait accueillie sans poser de questions quand elle en avait eu le plus besoin. L'ombre de Marco appartenait désormais au passé, et l'avenir s'ouvrait devant eux, lumineux comme un matin de printemps en Toscane. Chers auditeurs, nous espérons que cette histoire d'Elena, Giovanni et Alessandro vous a touché au cœur. Cette saga familiale nous rappelle que parfois, les épreuves les plus difficiles nous mènent vers les plus belles découvertes, l'amour véritable et la famille retrouvée. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur « J'aime ». Chaque jour, nous vous apportons des récits uniques qui explorent la complexité des relations humaines et la force de l'espoir. Dites-nous en commentaire quelle partie de cette histoire vous a le plus ému et de quel pays vous nous écoutez. Retrouvez-nous très bientôt pour de nouvelles aventures qui vous feront vibrer. À bientôt! Et merci de nous avoir suivis dans cette belle histoire toscane.